Bonsoir. Dans un rapport intitulé « L'impact humain du changement climatique, anatomie d'une crise silencieuse », un groupe de travail dénommé le Global Humanitarian Forum, qu'a dirigé Kofi Annan de regretter mémoire, c'est-à-dire l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Groupe de travail, je disais, qui a tablé sur les conséquences du changement climatique. Là, on y découvre que plus de 300 000 décès sont enregistrés dans le monde chaque année, l'équivalent d'un véritable tsunami par an. Ce nombre devrait passer à 1 demi-million de personnes par an. Cette prévision vient s'ajouter à celle, plus inquiétante encore, du documentaire « Une vérité qui dérange » de Al Gore, ancien vice-président des Nations Unies sur Bill Clinton. De toute évidence, les questions d'environnement sont donc au cœur des questions de développement. La chose est-elle perçue de la même manière en Afrique et au Cameroun? Quels sont les enjeux de la protection de la nature et de l'environnement dans notre pays? Les mesures gouvernementales permettent-elles de préserver le minimum pour assurer l'avenir? Voici quelques-unes des questions qui, avec d'autres certainement, seront abordées dans cette émission avec un expert à la matière. Charlie Facheux est le vice-président de African Wildlife Foundation, une organisation non gouvernementale panafricaine dont le siège est à Nairobi au Kenya. De passage à notre pays, évidemment, il a accepté de répondre à ces questions et bien d'autres, comme je l'ai dit. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de faire cet échange avec nous sur des questions dont on ne parle pas beaucoup et pourtant dont l'importance est capitale certainement pour l'avenir de l'espèce, j'ai failli dire humaine, et même pour l'environnement. Merci, je dois d'abord dire que le plaisir est le mien d'être assis sur ce bon fauteuil rouge, parce qu'effectivement, c'est une émission, même si on n'est pas au Cameroun, on la regarde. Merci. Donc, c'est pour moi l'honneur de participer. Effectivement, j'espère pouvoir apporter quelques éclairages, si possible. Alors, profonde que je suis certainement, avec un certain nombre de téléspectateurs, on va peut-être commencer par le B.A.B.A. Que signifie protéger l'environnement? Ça paraît banal, ouais, mais certainement que ça a des contours dont on devrait en découvrir peut-être des secrets. Quand vous dites question banale, j'aimerais dire réponse banale en fait. Protéger l'environnement, c'est faire en sorte que tout ce qui nous entoure soit bien. Faire en sorte que tout ce qui est autour de nous nous plaise. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que si nous sommes contents d'avoir une salle aussi belle que celle-ci propre, on protège l'environnement. Si nous pensons que dans notre environnement, il y a des espèces qui ont leur place, on s'assure que leur place y soit. Et on peut en déduire également une définition de la protection de la nature. Tout à fait. La nature étant l'ensemble qui prend en compte les différents éléments de l'environnement, plus effectivement ce qui est au-dessus de nous. À partir de là, quels sont les acteurs qui sont amenés à manager ces questions de nature, d'environnement, d'écosystème? L'acteur principal, c'est nous. C'est l'être humain. C'est vous, c'est moi, c'est nos enfants, c'est nos dirigeants. Ce sont les acteurs principaux parce que c'est nous qui avons le pouvoir d'agir ou de subir. Il y a maintenant les acteurs qui sont des acteurs, je veux dire peut-être passifs, comme effectivement les éléments de la nature. Nous avons les arbres, nous avons l'eau, nous avons les animaux, nous avons l'air. Ce sont des éléments de la nature qui sont également des acteurs. Parce qu'effectivement, on se rend compte que de leur croissance ou diminution, notre bien-être en dépend. À partir de là, donc, votre fondation a décidé de s'intéresser à ces questions-là. Oui. Il faut dire qu'African Wildlife Foundation est la principale ONG panafricaine, parce que nous sommes nés en 1961, il faut le dire. On a maintenant 58 ans d'âge. Nous sommes nés à presque au même moment, et même pour certains avant que certains pays ne soient indépendants. Donc déjà, à ce moment donné, on a pensé qu'il était important que l'environnement soit au cœur de la croissance des pays. Mais soyons honnêtes en disant qu'à ce moment donné, effectivement, on pensait beaucoup plus au tourisme, à l'écotourisme. Et c'est effectivement au fur et à mesure de fil en aiguille qu'on se rend compte que si on ne fait pas attention à tout ce qui tourne autour de nous, nous allons tout droit vers le mur. À partir de là, quels sont donc les enjeux, les perspectives et qui c'est peut-être vos missions sur le plan africain et
On va peut-être également faire un parallèle avec le Cameroun, évidemment. Tout à fait. La mission de la WF, c'est de faire en sorte, effectivement, que la faune et la flore prospèrent dans une Afrique moderne. Et vous comprenez que là, j'ai mis un mot assez important qui est moderne, la modernité de l'Afrique. Nous pensons à AWF que l'Afrique doit se développer et que cela n'est pas antagonique avec la préservation de l'environnement. Nous pensons effectivement que dans les pays africains, nous avons une identité. Nous pensons qu'une Afrique moderne doit s'accompagner de ce qui a toujours été les éléments d'identification. Donc AWF prône effectivement une Afrique qui est prospère, mais un environnement qui est sain, qui accompagne et qui est protégé par ceux qui l'accompagnent. Évidemment, qui bénéficie à tout le monde. Parce qu'elle ne bénéficie pas uniquement aux Africains. Je pense que quand on voit uniquement les bénéfices et ceux qui viennent de tous les continents s'abreuver et profiter de ce que nous préservons, nous pensons que c'est un service mondial. À partir de là, peut-on penser qu'il y a une stratégie globale de protection de l'environnement au niveau africain et peut-être par pays, par sous-région, Afrique centrale ou au Cameroun, ça existe? Oui, AWF, nous sommes en train déjà de finaliser la stratégie de nos 10 prochaines années. Mais comme je l'ai dit, nous sommes panafricains et on a des bureaux dans à peu près une vingtaine de pays africains. Et nous sommes repartis dans presque tous les continents, presque sauf, je dirais, en Afrique du Nord où nous ne sommes pas encore installés. Et dans chaque pays, nous avons une stratégie qui est le fil conducteur de l'action que nous menons. Nous sommes au Cameroun depuis à peu près 4-5 ans. Nous avons une stratégie que nous menons au Cameroun. C'est la même chose en RDC, au Kenya, en Tanzanie, au Botswana, au Mali. Je citerai plusieurs pays. Mais ce qui est important, c'est que depuis un certain nombre d'années, nous avons signé un accord avec l'Union africaine. Ce qui nous permet de faire en sorte que la philosophie de l'Union africaine puisse également intégrer les questions environnementales. Et c'est la même chose qui est faite avec les blocs régionaux. Nous avons un accord avec la COMESA, un accord avec la CEAC, un accord avec le East African Community. Donc, nous pensons effectivement que, en plus du rôle panafricain, il est important de soutenir les blocs régionaux et les pays. Quelques axes de l'accord, de la convention, de l'intervention que l'Union africaine opère à travers vous, certainement, sur les questions environnementales et qui c'est peut-être la CEAC également. Un des axes principaux, c'est la lutte contre le braconnage et principalement le trafic illicite d'ivoire. Vous allez vous rendre compte que les éléphants ont diminué de près de 65%. Et on ne peut pas imaginer une Afrique sans éléphants. Et il faut dire effectivement que le gros marché, ce n'est pas en Afrique. Mais on a également pu faire un parallèle entre le commerce des ivoires et le financement, comme on dit toujours, de l'insécurité. Donc effectivement, vous vous rendez compte qu'à ce niveau-là, la problématique, ce n'est plus uniquement préserver l'environnement. Donc au niveau de l'Union africaine, AWF apporte son expertise en termes de stratégie efficace pour lutter contre le trafic illicite des ivoires, d'éléphants et également des cornes de rhinocéros. Et c'est la même expertise sur le plan sous-régional, la CEAC? Sur le plan régional, c'est principalement la CEAC. Il faut dire que la CEAC est au cœur du bassin du Congo. Absolument. Et le bassin du Congo, c'est le bassin qui regorge la majorité des éléphants de forêt. Dans le monde, et au moment où nous avons une grosse déperdition et un trafic assez intense, une insécurité qui est grandissante. Donc, nous travaillons avec la CEAC, une convention a été signée il y a 3 ans et nous appuyons la CEAC dans la mise en place des stratégies. D'abord, il est important de dire que les blocs régionaux doivent s'arrimer à la stratégie panafricaine, ce qui n'était pas le cas avant. Et nous faisons cet effort d'aider ces blocs régionaux à s'arrimer à une seule stratégie. Et du moment où elles le font, nous pensons effectivement qu'elles pourront tirer les pays. Je donne un exemple très simple. Il y a 3 semaines, en N'Djamena, il s'est tenu une très grande réunion
organisé financé par, il faut bien le dire, l'Union européenne et je crois la GIZ, mais par la facilitation sur le bassin du Congo, qui prenait en compte les effets de sécurité, d'éco-sécurité, parce qu'on s'est rendu compte que les mouvements des personnes, les mouvements des transhumants peuvent être un élément multiplicateur d'insécurité. Mais on ne peut pas arrêter ces personnes de se mouvoir. On ne peut pas empêcher les animaux de se mouvoir également. Donc, quelle solution il faut mettre en place? On a pu pour la première fois mettre au cours, mettre autour d'une même table les ministres de l'Environnement, de la Défense, de la planification. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on dit qu'on appuie les blocs régionaux, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est une donnée intégrée, non pas seulement par les gouvernants au niveau africain, mais aussi même par les populations, par les cibles premières? Est-ce que d'un clic du doigt, tout le monde a le réflexe de la protection de l'environnement, de l'écosystème, de la nature? Je serai honnête et je dirais non. Ça, il faut le dire, tout le monde n'a pas de réflexe. Tout le monde subit. Et c'est en réagissant que le réflexe vient. Et c'est ça qui est dommage, parce que il est très difficile de réparer l'environnement. D'accord. Détruire l'environnement, c'est très rapide. Mais réparer l'environnement, c'est un travail de longue haleine. Les feux de forêt, par exemple, quand on parle de la forêt, par exemple. C'est-à-dire que vous direz un arbre qui passe, il y a des arbres qui atteignent à maturité après près de 60 ans, mais si on les coupe en une année, c'est très compliqué. Donc, le travail avec les communautés a été un travail lent et de longue haleine. Mais pour nous, il est beaucoup plus facile parce qu'elles vivent les conséquences ou elles coexistent avec l'environnement. Donc, elles se rendent au plus compte, et peut-être on en reviendra, de la rareté des bénéfices qu'elles avaient avant. Et se disent, il y a un problème. Pour les États, je pense que dans certains cas, c'est plutôt une réalité qui s'impose. Parce que la sécurité est liée, parce que l'économie durable également est liée. Donc, les pays commencent à s'y intéresser fortement. Alors, quels sont les défis, les grands défis, si je peux me redire, concernant les questions environnementales et de conservation, par exemple, auxquelles vous faites face au quotidien? Et ce sera certainement la prochaine question, les solutions que vous proposez ou que vous apportez. Commençons peut-être par les défis. Les défis. Les défis sont énormes. Je pense qu'on les a regroupés en plusieurs blocs. Je pense que le bloc principal, il y a d'abord la population grandissante. Il faut dire que l'Afrique, c'est un continent fertile. On a une population qui augmente de façon exponentielle et il faut nourrir cette population. Il faut l'héberger, il faut qu'elle vive de façon bonne. Tout le monde veut un bien-être. Le deuxième élément, effectivement, c'est la modernité. La modernité, pour moi, je ne le prends pas comme un challenge. Mais je dis, il devient un challenge s'il n'intègre pas l'élément environnemental durable dans son essence. L'autre élément, effectivement, il faut le dire, c'est la planification. Nous avons un problème de planification. Je pense qu'on peut voir même comment nos villes grandissent. On ne planifie pas, on subit. Et on ne peut pas arrêter les éléments de la nature. On a vu dans presque tous les pays d'Afrique les inondations qui commencent qui sont arrivées, je crois qu'il y a à Douala, ils sont arrivés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, causer des morts. C'est un problème de planification. Il y a un problème de politique, de volonté politique. Ça, il faut le dire effectivement. Nos pays commencent à prendre conscience, mais il faut que l'élément continue à avancer. Et je finirai par dire que le challenge le plus important, c'est nous, les hommes. C'est notre attitude, notre comportement vis-à-vis de l'environnement. Je ne voudrais pas parler ici du commun des espèces ou de la faune, je parle en global de l'environnement. Et c'est notre comportement qui impacte le plus négativement sur l'environnement. Et à partir de là, quelles sont les solutions apportées à ces défis-là? Vous l'avez dit, vous encadrez les gouvernants, mais est-ce qu'il y a un schéma précis? Peut-être vous parliez
en termes de difficulté de la croissance de la population. Quelles sont les recommandations que vous faites? Est-ce qu'il faut limiter les naissances? Est-ce qu'il faut davantage éloigner les centres urbains des grands centres forestiers? Non, je pense que AWF nous avons une réflexion assez avancée. Et je vous dirais par exemple, nous avons 4 axes principaux. Le premier, et ce qui nous paraît très important, c'est qu'il faut que nous travaillions avec la jeunesse. La population africaine, elle est grandissante, mais elle est jeune. Et il faut que cette jeunesse soit celle qui comprend le plus les problèmes environnementaux, parce que c'est eux qui vont vivre avec. C'est eux qui vont soit pouvoir savourer la vie, ou bien subir la vie, parce qu'il y a un problème environnemental. Donc on a mis en place déjà des programmes pour non seulement conscientiser, mais faire en sorte que les leaders que les jeunes prennent le lead. On développe des initiatives et on veut que ce soit les jeunes qui soient les leads. Pas uniquement au Cameroun. On a récemment organisé à Nairobi, on a regroupé les jeunes de toute l'Afrique. Évidemment, j'ai été heureux de constater qu'il y avait à peu près 5 Camerounais qui étaient présents. Il faut dire que ils étaient à peu près 300. Sur un appel à candidature, on a reçu à peu près 10 000 candidatures. C'est pour dire que les jeunes sont absolument intégrés. Mais ils ont besoin d'avoir les moyens, ils ont aussi besoin de comprendre les enjeux. Ils ont besoin de lier ces enjeux à leurs soucis et à leurs projets. C'est ce que nous allons de faire. C'est pas facile, mais c'est un souci important pour nous. Vous le faites avec quoi? Des séquences didactiques? En quoi consiste l'encadrement de ces jeunes-là lorsqu'ils sont sélectionnés? Que deviennent-ils par la suite? Quelle formation éventuelle suivent-ils? Et quel est l'aboutissement de ces formations? Et comment, si vous faites un suivi, opèrent-ils de façon naturelle dans leur quotidien? Oui, il y a 3 niveaux. D'accord. 3 niveaux d'approche. Le premier niveau, c'est une approche fortement professionnelle. On a lancé au niveau d'AWF ce qu'on appelle le CMTP, le CMA. C'est un programme où chaque année, on recrute à travers l'Afrique les meilleurs jeunes qui ont un master. Et qui viennent... Quelle que soit la discipline. Quelle que soit la discipline. D'accord. Et qui suivent un programme de 2 ans à AWF. 2 ans dans lesquels ils vont faire le tour d'à peu près tous nos programmes dans différents pays. Ils sont, comme je dirais, des jeunes cadres chez nous. Et au terme de ce programme, pour certains, ils sont retenus, ou d'autres, ils vont dans d'autres institutions internationales. Et effectivement, c'est une façon pour nous de pouvoir développer, avoir une base de jeunes assez intéressante. Ce programme est mis en place depuis à peu près 6 ans. Il a déjà produit, je pense, plus d'une vingtaine de jeunes. Et je suis toujours surpris de dire que les Camerounais, pour le moment, sont les plus nombreux. Le second c'est au niveau de la classe primaire. AWF a mis en place un programme qu'on appelle Classroom Africa, où, dans certains cas, on construit des écoles primaires, dans d'autres, on travaille avec les enseignants pour faire en sorte qu'effectivement, ils adaptent l'explication en fonction de l'environnement. On ne veut pas changer le curriculum, non. Je prends l'exemple simple. Si on dit à un enfant de l'école primaire, 1 plus 1 égale 2. On peut dire un éléphant plus un éléphant égale 2 éléphants. Absolument. Et évidemment, on est sûr que l'enfant posera la question, mais c'est quoi l'éléphant? Et la discussion va s'accentuer. L'autre maintenant, c'est le plus large éventail, ceux qui sont au milieu, les jeunes de tous azimuts, les élèves, les étudiants. Et c'est vers eux maintenant qu'on se dit qu'il faut avoir des programmes pays, régionaux et panafricains. Donc ceux qui sont arrivés à Nairobi l'année dernière sont les leaders, sont les premiers de ce programme-là. Et ils ont donc maintenant le devoir de venir dans les différents pays, organiser également la jeunesse et nous mobiliser. Nous voulons avoir des projets qui doivent être mis en place et qui seront financés. Et c'est de ça qu'il est question. Nous voulons que les jeunes mettent leur intelligence. La majorité des startups, c'est les jeunes. Et nous pensons que si les jeunes se mettent ensemble, ils trouveront des solutions aux problèmes environnementaux. Et à partir de là donc, vous savez que le gouvernement, par exemple, pour revenir au Cameroun, est engagé dans ce qu'on appelle de façon triviale
l'agriculture de troisième génération, qui a certainement une incidence, éventuellement si ce n'est pas encadré, sur les questions environnementales. Y a-t-il lieu de craindre ou alors peut-on faire le lien entre ces ambitions gouvernementales-là à accroître les performances agricoles et la protection de l'environnement? On peut avoir des craintes, mais je pense que le Cameroun est encore dans une bonne position pour la simple raison que les superficies arables sont encore très peu utilisées. Okay. Mais le problème qu'il va falloir régler au Cameroun, c'est le problème de planification. Parce que je donne un exemple très simple auquel nous faisons face actuellement dans la zone du nord et sûrement dans la zone du sud-ouest, du nord-ouest. Les transhumants. Les impacts climatiques ont fait en sorte que les couloirs transhumants ont glissé. Donc, ce qui fait en sorte effectivement que les bœufs, les transhumants, passent maintenant pour certains dans des zones qui sont des zones agricoles ou qui sont des zones à forte conservation environnementale. Et ce qui crée des conflits. Et comme j'aime toujours souvent le dire, les conflits hommes-animaux précèdent les conflits hommes-hommes. Donc, voilà un exemple clair pour lequel il est important que le Cameroun fasse attention, mais effectivement, une bonne planification devrait pouvoir éviter ce genre de problème. Il faut être bien de le noter parce qu'effectivement, on observe que les pays, le Cameroun avec, ouvrent de plus en plus leurs zones d'exploitation, zones protégées par ailleurs, de ressources naturelles. Est-ce qu'on peut craindre, dans ce cas, un impact sur, je pense par exemple à la forêt de l'Est, dont on dit qu'elle est surexploitée. Je parle sous réserve parce que je n'ai pas regardé les statistiques. Vous avez parlé du Nord-Ouest avec tout ce qu'on fait dans le cas de l'élevage. Est-ce qu'il y a lieu de craindre éventuellement maintenant si il s'avère que ça a un impact assez important? Quels sont les effets auxquels on pourrait s'attendre? Qu'est-ce qu'on pourrait ressentir sur l'influence environnementale? Il faut d'abord dire que l'environnement, c'est le producteur de services de base. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je donne deux éléments principaux. D'accord. L'eau et la nourriture. On se rend compte, et vous verrez que dans la majorité des pays, et le Cameroun compris, les bassins d'eau, les véritables bassins, sources, sont au niveau de certaines aires protégées ou de certaines forêts. C'est fait à dessein. La nature l'a fait comme ça, je pense également. Et c'est peut-être fait également à dessein. Donc, il est important de faire en sorte que cette fonction puisse perdurer. Ça, c'est deux. De deux, un problème d'alimentation. J'aime toujours prendre l'exemple comme je disais, d'un ministre des Finances d'un pays africain qui est très, très content de nous expliquer effectivement un grand projet agricole qu'il avait mis en place. Et je lui demandais, fort excellence, mais est-ce que ce projet va financer la forêt qui est à 5 km? Il me dit, je n'ai pas besoin de cette forêt. Je dis, mais excellence, pour que votre maïs soit de bonne qualité, vous avez besoin des abeilles. Mais ces abeilles-là, ils viennent d'où? Donc, ça, ce sont des services. Enfin, c'est lié. C'est lié. Absolument. Nous sommes dans une bulle où tout est lié. Mais on a l'impression, effectivement, qu'on a commencé à vivre en se disant que le côté environnemental est un don divin et qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper parce qu'il sera toujours là. Eh bien, on se rappelle maintenant que ce n'est pas le cas. Même si c'est un don divin, il est important de s'en préoccuper et de le protéger. À partir de là, l'impact humain des changements climatiques, on peut en dire un mot? Tout à fait. L'impact humain, et comme on l'avait bien dit au niveau de votre mot introductif, il devient de plus en plus catastrophique. Vous avez dit que c'est comme si c'est un tsunami annuel. J'ai bien dit que ce sera bientôt plus qu'un tsunami annuel. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une zone, je prends d'abord le côté africain, où effectivement nous sommes fortement agricoles, nous sommes rural, agricoles. Et effectivement, ça veut dire effectivement que notre agriculture
n'est pas encore, comme vous avez bien dit, de troisième génération. Elle est dans certains cas de première et dans le meilleur cas de deuxième génération. Ça veut dire qu'elle dépend encore fortement de la pluviométrie. Et une diminution ou une augmentation importante de cet élément-là a un impact. Les études ont démontré que uniquement pour le maïs, le manioc et le macabo, qui sont les éléments de base des pays africains, une diminution de la pluviométrie de près de 5 à 10% a un impact sur plus de 400 millions d'Africains. Vous comprenez effectivement qu'il est important de prendre en compte cet élément. Je prends également le même cas en tenant compte toujours de l'impact environnemental. Les économies sont basées sur les éléments environnementaux. Et j'aime toujours le dire parce que même si chez nous en Afrique, on ne valorise pas cet input-là, elle fait partie de ce que nous consommons. La majorité, je dirais 80 à 90% des produits agroalimentaires ont pour premier input ou la terre ou l'eau. Et ce sont l'un des deux principaux éléments qui vont subir des graves dégâts du changement climatique. Vous comprenez donc pourquoi il est important pour nous de commencer à ouvrir les yeux parce que le danger approche. Mais sur le plan, j'ai fait dire politique internationale, on observe quand même ce débat, notamment aussi au lendemain de la conférence de Rio et de toutes les autres grandes rencontres mondiales qui ont eu lieu. Ce débat sur la protection, sur la stabilité climatique, dont les grandes puissances, celles qui très souvent sont d'ailleurs accusées d'être les plus pollueuses, refutent très souvent les résolutions qui sont prises effectivement pour la protection. Je pense aux États-Unis. Un coup, elles sont plus ou moins partantes. Un autre coup, elles se retirent de tous les accords. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela si tant il est vrai que la planète est en danger au regard de la légèreté dans le suivi des questions environnementales. Et ceux qui ont les moyens d'apporter des solutions, ceux qui ont les moyens tout au moins de limiter les dégâts, peut-être c'est, je veux dire, ne donnent pas l'impression d'être aussi conscients que ceux qui le décrivent. Est-ce une question de politique internationale? Est-ce des conflits entre puissances simplement? Ou alors y a-t-il lieu de véritablement avoir des craintes? J'étais content de vous écouter parce que vous avez vraiment tout rassemblé, tout résumé. Okay. C'est un peu de tout ça, mais le nœud, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il faut à un moment donné se dire que les vents contraires sont beaucoup plus forts. Et à ce moment donné, on se pose des questions sur nos principes. Les accords de Rio, les accords de Paris ont été politiquement un succès. Et là, c'est vrai que les États-Unis se sont retirés. Ils ont peut-être des raisons qui sont peut-être des raisons économiques. Mais je suis convaincu que très rapidement, reviendront à la table. Parce que les impacts sont si visibles, si agressifs, qu'il est impossible de ne pas réagir. La réalité nous oblige même d'ailleurs à commencer à nous prémunir. Je ne veux pas être catastrophique, mais je pense qu'il est important. Donc, au niveau politique, je pense que vous avez vraiment balisé, parce que les géopolitologues nous diront effectivement qu'il y a même la géopolitique environnementale. Absolument. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, les différents blocs s'opposent. Absolument. Je ne voudrais pas être ici en parler parce que je ferais partie d'un bloc, mais je dis que au-delà de ça, et je pense qu'à très court terme, et le dernier rapport des experts nous ont dit effectivement que la situation grave est déjà là. Ça veut dire effectivement que les économies qui aujourd'hui sont prospères, demain ne pourront plus prospérer. Et à ce moment donné, je pense qu'elles reviendront très rapidement. Mais si la situation est donc aussi alarmante, quels sont... D'abord, y a-t-il lieu de paniquer, de se dire tout est perdu? Sinon,
Quelles sont donc les initiatives à mettre en œuvre, notamment au niveau de l'individu? Je veux dire qu'il est bien de s'asseoir à Yaoundé ou à Nairobi avec toutes les autorités, de prendre des mesures, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, si elles ne sont pas intégrées, acceptées par les populations, certainement que... Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de dire que la conjoncture actuelle n'est pas favorable parce qu'effectivement, nous sommes dans une période difficile pour tout le monde. Mais il y a des initiatives qui sont primordiales. Et elles ont un coût. Les premiers sont technologiques, il faut le dire. Certains pays ont déjà pensé, l'Allemagne, par exemple, a décidé de bannir le diesel. C'est un coût. Certains pays, comme la Chine, effectivement, ont investi au niveau de la technologie en imposant une amélioration des process et des processus qui diminuent le thème de carbone séquestré. Ça, c'est également assez intéressant. Est-ce que les pays africains en sont déjà à ce niveau? Non. Nous avons toujours une marge de manœuvre. Mais il faut dire que pour le moment, et c'est ce qui peut être intéressant, c'est que nous jouons un peu plus comme le rôle de tampon, le rôle d'absorbant, mais qui ne peut pas perdurer. Parce que nous également, on a besoin de nous développer. Absolument. Donc mettre en place nos industries. Ce qui est intéressant, c'est simplement qu'il est maintenant important pour nos pays africains d'avoir soit une prime à l'environnement, soit une pénalité à l'environnement. Et cette prime ou cette pénalité doit être celle qui va permettre aux communautés qui font l'effort de produire, de conserver, d'être rémunérées. Ça voudrait dire que selon qu'on applique les résolutions au part? Tout à fait. À partir de là, je pense que la question, elle est certainement la palissade, mais y a-t-il une législation véritable qui contraigne les gouvernants, qu'elles soient mondiales, africains ou même camerounaises? Quelle est la législation en la matière? Je veux dire que pour la protection de l'environnement, selon que l'on soit au Congo, au Kinshasa, je ne sais pas, à Tripoli en Libye, ou à Rio aux États-Unis, au Brésil, est-ce qu'il y a un mécanisme législatif identique pour la protection de l'environnement et de la nature? Identique, j'ai envie de dire rapidement non. D'accord. Parce Il y a les grands principes. Il y a des grands principes. Okay. Vous avez dit tout à l'heure le principe pollueur-payeur. Absolument. Ça, c'est un principe. Mais maintenant, comment est-ce qu'il est mis en place? Chaque pays, ou certains pays qui l'ont déjà commencé à mettre en leur propre mécanisme, mais certains pays ne l'ont même pas du tout. Ça, il faut le dire. Certains pays profitent effectivement du fait qu'il y a une absence dans d'autres pays pour pouvoir exporter leurs déchets nucléaires. Il y a des exemples en Afrique. Je ne veux pas donner des exemples ici. Il y a également un élément important, vous avez parlé de coercition. Je veux parler ici des accords de Paris, par exemple, qui ont été politiquement très importants au niveau de la prise de conscience sur le changement climatique. Mais pour le moment, n'est pas coercitif au niveau des pays. Les pays ont pris des engagements. Effectivement, certains ne respectent pas ces engagements-là. Et quand ils ne le font pas, effectivement, il n'y a pas de conséquences. Donc je pense que l'idée que vous avez d'avoir un mécanisme mondial qui régule un peu comme on fait avec l'OMC, le COMEX, c'est quelque chose qui peut et qui devrait, à mon avis, être pensé, mis en place. As-tu une chance, as-tu une réflexion? Est-ce que les États s'y penchent? Il y a une réflexion assez forte. Je pense que l'urgence oblige de réfléchir. Je pense que c'est une réflexion qui est permanente. Vous verrez que dans la majorité des institutions internationales, il y a maintenant un volet environnement. Et je pense que c'est une réflexion assez importante. Au niveau de la Banque mondiale, je pense que cette réflexion est assez avancée. Et au niveau du Cameroun, la législation? Il faut dire que le Cameroun a fait des avancées en termes de politique, en termes de... Quel serait le mot important? En termes de prise de conscience. D'accord. Parce qu'il faut quand même dire que quand le Cameroun a un ministère en charge de l'environnement et de la nature, effectivement, même qu'on est en charge des faunes et de la flore. Et c'est déjà en soi
une prise de conscience. Et ce ministère, effectivement, a des actions qui permettent d'avancer. Mais est-ce qu'elle avance assez rapidement? J'ai envie de dire non. Parce que les problèmes sont très importants et vont plus vite que la réflexion. Je prends encore un exemple que je disais, dont je parlais hier lors d'une table ronde. On a fait une comparaison pour les pays qui ont un ministère en charge de l'environnement. On a comparé un peu les différents budgets et on s'est rendu compte que dans les pays de la CEMAC et même de l'Afrique de l'Ouest, c'est les plus bas. J'ai pas dit évidemment. C'est les plus bas. Mais, comme on dit chez nous, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourtant, à mon avis, il devait être les plus importants. Parce que je ne pense même pas qu'il devrait être renfloué par les caisses de l'État. C'est le secteur économique, c'est le secteur privé qui devait être le principal fournisseur du budget du ministère de l'Environnement. Parce que leur survie dépend effectivement du travail de ce ministère. Et vous, au niveau des spécialistes, comment est-ce que vous l'interprétez? Est-ce à dire que dans la zone CEMAC, les dirigeants n'y prêtent pas grand intérêt, ou alors les problématiques ne sont pas aussi importantes qu'ailleurs, c'est-à-dire que les cités sont si bien gouvernées que les problèmes environnementaux ne sont pas aussi criards que chez le voisin. Vous, qu'est-ce que vous dites quand vous regardez cette disproportion-là? Sans me mettre à la place du gouvernant d'Afrique de la CEMAC, et en ayant eu la chance de voir comment ça se passe ailleurs, j'ai envie de dire que c'est un problème de perception des priorités. J'aime bien mettre le mot perception, parce que quand nous posons la question, on nous répond très souvent effectivement que la contribution économique au PIB est moindre. Mais elle est moindre parce que nous voulons qu'elle soit moindre. Il y a des pays qui sont beaucoup moins pourvus que nous, mais qui ont une contribution plus importante. Peut-on faire une esquisse, peut-on faire une forme d'audit de l'environnement, de questions environnementales au Cameroun? Comment ça se présente? Je veux dire, dans quel environnement sommes-nous pour faire une question simple? Et comment est-ce que tout cela est géré? J'ai parlé vraiment profane, et tout le monde en parle, de la forêt de l'Est, mais je veux dire que c'est un mur pour nous autres. Qu'est-ce qu'elle regorge? Y a-t-il d'autres lieux comme ça, en termes de parcs, de protection des animaux? Quel est l'environnement, par exemple, camerounais? Il faut dire, et ça j'aime le dire, le Cameroun, on a toujours dit c'est un pays à peu près, c'est un pays béni. Okay. Parce que le Cameroun est l'un des pays les plus biodiverses. Ça veut dire que c'est un des pays où on retrouve le maximum de différentes espèces dans un périmètre. C'est un pays non que 2-3 espèces phares et elles réussissent à générer beaucoup plus de revenus. Donc le Cameroun a de la ressource, a de l'espèce. Le Cameroun a mis en place des parcs, des aires protégées qui sont pour certains même des patrimoines mondiaux comme le Dja, qui est géré. Il faut dire qu'AWF travaille au niveau du Dja également, et avec d'autres partenaires ZSL, avec le financement de CARFI, UNESCO et de l'Union européenne. Et autour du Dja également, et vous faites bien de parler de cette zone-là, il y a un foisonnement d'entreprises. Donc, sauver cette zone, ou bien la maintenir à flot, ne dépend pas uniquement des acteurs environnementaux. Elle doit également dépendre... C'est une décision politique. Je n'ai pas envie d'y arriver là, mais je dis qu'elle doit également dépendre de tous les acteurs. Et le premier acteur, évidemment, c'est l'État, il faut le dire. C'est lui, comme j'aime dire, qui est le propriétaire foncier. Absolument. C'est lui qui a le titre foncier. Mais il y a tous les acteurs qui bénéficient. Les entreprises, les communes, qui gèrent également, les populations. Et je pense que c'est mettre ensemble tous ces acteurs, que ceux qui tirent de la ressource aient au moins la décence d'envoyer une rémunération qui va permettre à ce que ou l'État ou ses démembrements fassent en sorte que cette ressource-là perdure. Et à partir de votre regard, peut-on penser qu'il y a un modèle camerounais en termes de conservation et de protection de la faune et de la flore? Y a-t-il un type Oui, il faut dire que le Cameroun
a un modèle qui est un peu différent des autres pays. Je prends par exemple, au niveau du Cameroun, c'est centralisé. Parce que vous avez dans certains pays, disons le Congo par exemple, le Congo démocratique, ils ont créé un institut à part qui s'appelle l'Institut congolais de la conservation de la nature, l'ICCN, qui gère les parcs et les aires protégées. Au Cameroun, nous avons un département, un démembrement du ministère. Ça veut dire effectivement que tous les fonctionnaires, tous les agents sont des fonctionnaires. Et effectivement, ça peut poser toutes les questions qu'on peut avoir. Mais c'est un modèle qui, dans certains cas, donne de bons résultats. Il faut le dire, il faut être honnête également. Et dans d'autres cas, on donne des résultats mitigés. Et comment faut-il faire pour, peut-être, davantage impliquer la jeunesse à ces questions environnementales? Je pense qu'il faut d'abord qu'on respecte la jeunesse. Je suis très embêté de voir que quand on parle de préserver l'environnement par les jeunes, on prend quelques jeunes qui vont dans la rue et ils ramassent les ordures ou bien la saleté, mettent dans des bacs et on fait une campagne à l'occasion d'une journée mondiale de l'environnement. Ça, ce n'est pas impliquer la jeunesse. Ce n'est même pas respecter la jeunesse. Je pense que les jeunes doivent être au centre. Si nous pensons que demain, c'est leur vie qui sera impactée, il est important qu'on se dise comment est-ce que ces jeunes vont vivre demain. Je prends l'exemple de ces Douala. Est-ce que la vie de Douala aujourd'hui est destinée pour que les jeunes puissent vivre à l'aise? Je répondrai directement non. C'est une ville où j'ai grandi, où je suis parti il y a 2 années. Et je vois que la ville, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas beaucoup changé, mais c'est peut-être le cas. Donc, est-ce que dans 20 ans, les jeunes veulent que Douala soit comme elle est aujourd'hui? Si aussi le cas c'est non, en dessinant la ville de Douala du futur, c'est à ce moment qu'il faut intégrer les jeunes. Ce n'est pas en faisant ce que nous voulons faire et demain en disant aux jeunes, et maintenant, à votre tour. Non. Et c'est le premier pas. Et on verra que les jeunes ont des idées. Vraiment, j'ai peut-être une chance, et je dis toujours, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me rend heureux dans le travail que je fais, c'est que je vois le talent des jeunes Africains. Dans les conditions difficiles, c'est une ressource importante. Il faut que nos politiques puissent s'en inspirer. Mais comment fait-on pour financer tout cela, toutes vos batailles pour la préservation de l'environnement? Comment est-ce que les gouvernements essaient de mobiliser les fonds pour mieux intégrer les jeunes, prendre en compte, on parlait tout à l'heure des besoins basiques, se nourrir, se vêtir, certainement s'abreuver, ouais, tout en préservant la nature. Comment est-ce qu'on finance ce mécanisme-là? Nous, AWF, nous pensons que c'est un mécanisme qui peut s'autofinancer. Ok. Parce que, je dis et je répète, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler en milieu rural, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans la forêt du Congo. Je dis que c'est un mécanisme qui peut s'autofinancer. Parce que nous avons des ressources qui nous permettent de le faire. Je prends un exemple très simple. Je ne prendrai pas un domaine polémique. Je prends le domaine de l'eau. Quand je vois aujourd'hui le nombre de compagnies qui vendent de l'eau, soit minérale, soit minéralisée, dans nos différents marchés, je me demande, mais cette eau-là vient d'où? Est-ce qu'elle se contente uniquement de payer l'impôt, qui pour moi n'est rien par rapport à la ressource gratuite qu'elles ont? Je dis, ça c'est un mécanisme qui peut, à mon avis, déjà financer les zones proches ou éloignées d'où cette source vient. Un autre élément qui est assez important, et c'est un constat qui a été fait, mon ami Jupiter, je pense que c'est un constat qui me ferait très mal au cœur, qui me fait mal au cœur, c'est toujours près des zones riches qu'on trouve les plus pauvres. Absolument. Et c'est pas normal. Le ghetto de la cité moderne. Voilà. Bon, cela dit, vous avez certainement des politiques d'incitation, de sensibilisation auprès des gouvernants. Y a-t-il en Afrique
des gouvernants ou des gouvernements, pour moi ça revient plus ou moins au même, qui sont plus promptes, qui sont plus ouverts à vous écouter. Je veux dire que, est-ce qu'on regarde des défis, sortir du sous-développement, assurer les emplois, donc lutter contre le chômage, les priorités agricoles, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on regarde les défis justement, les questions environnementales sont plutôt reléguées au dernier rang? Je veux dire que les gouvernements ne sont pas toujours prompts à se laisser engouffrer d'un trait. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Parce que il y a 3 ans, j'ai rencontré un chef d'État, un très proche chef d'État qui était là, on avait un dîner, et on parlait d'un vrai, il me dit, monsieur Facheux, vous pensez que les éléphants vont me voter, vont m'élire? J'ai dit, excellence, ils ne vont pas vous élire. Mais bon, peut-être qu'ils vont permettre à ce que vos électeurs soient contents. On a blagué. Je crois, une année après son élection, nous avons été appelés. Parce qu'effectivement, les électeurs qu'ils ont élus étaient dans la rue. Et avec un véritable problème de se nourrir, d'espace, de se vêtir. Et il fallait que nous contribuions à résoudre tout cela. Je pense que la force des choses fait en sorte que certains dirigeants, évidemment il y en a qui sont visionnaires, hein, il faut être honnête, certains dirigeants africains ont très vite compris l'importance du problème et nous accompagnent et nous aident même. Effectivement, il y en a d'autres qu'il faut effectivement un peu plus forcer à convaincre, mais de façon générale, je disais au départ, les concours de circonstances font en sorte que le sujet est sur la table. Soit parce que c'est la suivi en fonction du changement climatique, soit parce que c'est la contribution au PIB qui en dépend, soit parce que la paix sociale également en dépend. Donc, ces éléments font en sorte effectivement que nos leaders doivent commencer à mettre ces questions sur la table. Pas uniquement pour décider, mais pour également faire en sorte que les contributions viennent de toutes les parties prenantes, et principalement des jeunes. Je dis parce que c'est eux qui vont porter ces contributions. Vous en parlez tout à l'heure et la question réapparaît de plus en plus, l'écosécurité. D'abord, c'est quoi l'écosécurité et quels sont les enjeux? Vous avez en Afrique centrale, par exemple, des frontières qui sont souvent des frontières terrestres. Et ces frontières, très souvent, par exemple pour le cas du Cameroun, du Congo-Brazzaville, Cameroun-Tchad, Cameroun-Nigeria, ce sont souvent des aires protégées transfrontalières. Okay. Donc, vous avez des zones où, effectivement, on dit les frontières, c'est une ligne, en fait. Mais où des groupes, entre guillemets, de bandits en ont profité pour en faire leur repère, leur refuge. Donc, effectivement, on a en même temps, ce sont des zones qui étaient au départ réservées à la préservation de l'environnement, de l'espèce, mais qui deviennent des refuges de bandes armées, qui non seulement détruisent cet environnement-là, mais également sont des menaces importantes pour les pays. Donc, maintenant on se rend compte qu'un seul problème, 2 problèmes deviennent un problème. Absolument. Je prends un exemple également assez simple. Il y a 3 ou 4 ans, dans la zone de Boubandilo au Cameroun, on a perdu à peu près un grand nombre d'éléphants. Plusieurs centaines d'éléphants. Dû au braconnage. Au braconnage. On sait très bien que c'était des bandes armées, fortement armées, qui venaient de très loin et qui sont venues. Il a fallu effectivement que nos forces armées de BIR aillent vraiment renforcer les éco-gardes. On a d'ailleurs perdu plusieurs éco-gardes. Donc, une menace qui n'est plus simplement un problème d'environnement. Les braconniers ne sont plus uniquement que ces simples petits paysans qui vont chasser l'espèce. C'est maintenant des groupes militaires armés qui sont à la recherche des ivoires parce que c'est ça qui va financer effectivement leur combat. D'où ces stratégies communes. D'où l'important de se mettre ensemble. D'accord. C'est ça que je disais, l'environnement, la force des choses fait en sorte que les pays sont obligés
de se mettre ensemble. Les pays doivent régler le problème de sécurité et en le faisant effectivement régler le problème des codes d'environnement, doivent régler le problème de la paix sociale et régler le problème de la planification, doivent régler le problème de la production agricole et régler le problème de niveau d'input et d'impact. Et tous ces éléments sont les éléments qui doivent intégrer les questions environnementales dès le début de leur conception. Et dans un passé récent, ici au Cameroun, on a beaucoup parlé de la problématique des plastiques. Sur les questions de protection de l'environnement. D'ailleurs, tout un ministère, le ministre de l'Environnement et de la protection de la forêt, a organisé un ensemble de rencontres avec des acteurs. Il y a eu des normes qui ont été mises en place. À ce niveau, quelle est la problématique, quel est l'impact de cette actualité-là? J'ai envie de dire, évidemment, j'ai pris l'engagement de ne pas avoir la langue de bois en venant sur ce fauteuil. C'est même l'intérêt de l'échange. Je dois dire avec une déception que le Cameroun a échoué dans ce domaine. Vous savez, j'ai pu vivre de moi-même la même décision qui a été prise au Kenya et qui a été prise au Rwanda. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce sont des pays sans plastique. Vous ne pouvez pas entrer au Rwanda avec un sachet de plastique, même dans votre valise. Même s'il est biodégradable. Même s'il est biodégradable. Ça, c'est le principe. Mais évidemment, dès que vous arrivez à l'aéroport, et même vous verrez dans l'avion, quand vous allez, on vous dit, vous allez où? Vous dites, je vais au Kenya. On vous donne un emballage en papier qui n'est pas plastique. Pourquoi on ne peut pas également le faire chez nous? Pourquoi est-ce que les forces contraires sont plus importantes que les forces légalistes? Pourquoi? Parce qu'effectivement, je n'ai pas la réponse, mais je dis que quand la force de l'État prend un élément qui est assez important, il faut la mettre en place. Vous voyez aujourd'hui, c'est souvent un spectacle désolant de voir, après les saisons des premières pluies, absolument, le nombre de déchets et de plastique qui découlent. Je peux dire que ce sont les constats qui font en sorte que on ne peut dire que sur ce combat-là, tout au moins, il n'y a pas encore eu de succès. Manque de moyens, manque de volonté, manque de stratégie, manque d'initiative. Vous mettez ça sur le compte de quoi? J'ai envie de dire un peu de tout. Un peu de tout. Mais pour moi, le plus important, c'est beaucoup plus... C'est pas les moyens. Parce qu'on a un ministère pour ça. La stratégie est là. Je dis, c'est peut-être c'est l'application de la loi. C'est mettre la force de la loi devant. Un exemple simple, je vous dis, au Kenya, si on passait devant votre maison, on voyait du plastique, vous avez une amende. Il y avait un service de NEMA qui passe. Si vous voyez du plastique devant votre maison, vous avez une amende. Si on va sortir du supermarché avec un plastique et le tenir en marchant en route, vous avez une amende. On peut le faire ici également. Alors, un autre élément qui rentre dans les questions, en lisant quelques documents tout à l'heure, dans la préparation de cette émission, j'ai pu l'observer, la protection de certaines espèces, comme le rhinocéros, dont on laisse croire que c'est des espèces, un enjeu important pour ce qui est de la protection de l'environnement, de la faune, de la forêt. C'est quoi la problématique à ce niveau? C'est la valeur. D'accord. La valeur. D'abord, comme vous avez parlé du rhinocéros, on avait cette espèce au Cameroun qui a fort malheureusement disparu. C'est malheureux. Mais la valeur, parce qu'effectivement, les cornes des rhinocéros ont une valeur importante. Pour certains, ils se disent effectivement que ça a des valeurs aphrodisiaques. Et c'est pour ça effectivement qu'elle est tuée partout dans le monde. Même chose, c'est le même cas également pour les éléphants. Donc, le problème, c'est que, vous avez bien dit, c'est que dans certains pays, la sanction est beaucoup moindre que le bénéfice. Ça veut dire simplement que si je tue un rhinocéros et que vous me faites payer une amende de 500 000, alors que le prix de la corne de rhinocéros sur le marché, pour moi, me vaudra 20 millions,
qu'est-ce que je vais faire? Le choix est simple. Le choix est simple et rapidement fait. Donc, il est important de renforcer. Ce travail commence à être fait par plusieurs États. Je crois que le Cameroun également est dans le train. Bravo. Mais je dis effectivement, cela doit s'étendre à plusieurs. On ne peut pas, dans certains cas, aller au niveau des marchés. On voit la viande de brousse protégée. Je me fais dire protégée parce qu'effectivement, ce n'est pas toute viande de brousse qui est protégée. Il y en a qui est non protégée, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est protégé, on ne peut pas la vendre au vu au-dessus de tout le monde. Et là, ça pose également un problème de la force de la loi. Et vous vous êtes rapproché par exemple des gouvernants camerounais. Je veux dire que chez nous, notamment au Cameroun, qu'est-ce qui manque? C'est, comment je vais dire ça? Est-ce que la législation d'abord est adaptée par rapport à nos habitudes? On parle d'ailleurs de la viande de brousse. Je veux dire que les populations dans l'arrière-pays, à la limite, je ne vais pas être léger dans mon discours, mais s'en foutent. Le paysan qui est à Maga, je ne sais pas trop où, qui, lui, ne se nourrit que de pêche et de cueillette. Je pense à nos frères les pygmées, qui n'ont une existence que s'ils s'approprient, dans le sens propre comme dans le sens figuré, de la forêt. Quand une décision est prise à Yaoundé, appliquée à Douala et peut-être Bafoussam, est-ce que ces populations-là se sentent concernées? Qu'est-ce qui fait la faiblesse, justement? Non, il faut d'abord dire que le Cameroun, dans ce cas, n'est pas très en retard. Ça, il faut d'abord le dire, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas interdit la consommation de la viande de brousse. Ok. On interdit l'utilisation commerciale de la viande de brousse. Ça veut dire que si vous allez acheter ou prendre, tuer, si vous allez en brousse, tuer un porc épic pour votre repas hebdomadaire, ça ne cause pas un problème. Mais si vous allez tuer 25 porcs épics pour aller vendre au marché, c'est ça qui pose le problème. Parce qu'effectivement, vous diminuez de façon brutale la ressource. Ça, c'est ça qui pose le problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un problème d'éducation qui a été fait et qui continue à être fait par plusieurs organisations, tant locales, nationales qu'internationales. À ce niveau-là, les communautés commencent à être conscientes. Mais il faut aussi dire que la réalité les rattrape, parce que ces ressources diminuent. Absolument. Donc, elles ont besoin de trouver des compensations. Et c'est de là qu'on se rend compte, effectivement, qu'il faut pouvoir maintenant en profiter pour dire, quand on va vous compenser, les ressources reviendront, il ne faudra pas repartir. C'est ça le principal problème. Mais également important, vous avez posé un problème important, il faut aussi le dire, le contrôle. AWF a mis sur pied un programme qui est un programme de chiens renifleurs. Vous verrez dans la majorité des aéroports en Afrique de l'Est, vous avez à l'aéroport des chiens qui avaient des maîtres chiens qui sont là pour identifier les trafiquants d'ivoire, de viande. Et chaque jour, on arrête des grandes quantités. Des gens qui passent avec les écailles de pangolin ou les écorces ou l'ivoire. Il faut dire que le Cameroun, AWF est en train de collaborer avec le Cameroun pour pouvoir mettre en place ce programme. Juste pour avoir une idée, peut-être si la liste est exhaustive, on va citer quelques exemples. Quelles sont les espèces protégées dont on interdit de... il y a des classements. Principalement, vous avez le rhinocéros. D'accord. Vous avez l'éléphant. Vous avez le pangolin. Récemment, il faut dire que le pangolin est devenu une espèce fortement protégée. Vous avez, ça, c'est les premières classes. Effectivement, vous avez maintenant la seconde classe. Vous avez le lion. Vous avez d'autres animaux qui sont... Vous avez même également des singes. J'ai failli dire des singes. Donc, la liste est assez exhaustive et elle a été classée. Vous avez des espèces totalement protégées, des espèces plus ou moins, et celles qui ne sont pas. Donc, c'est pour ça que vous comprenez qu'on a... Évidemment que c'est lié avec le risque de disparition. Tout à fait. C'est lié avec le risque de disparition. Mais on peut donner également à certains pays la possibilité, parce que si une espèce est fortement abondante ici, elle peut être rare ailleurs. Donc certains pays peuvent l'ajuster. Mais de façon mondiale, il y a des accords, les conventions CITES, qui fait en sorte qu'on a un classement des espèces
protégés et non protégés. Pendant environ une dizaine de minutes, ça me permet de revenir un peu sur votre fondation. Quels sont les prochains défis, les enjeux pour l'avenir à court ou à moyen terme? 3 enjeux principaux. D'accord. Le premier enjeu, j'ai dit, c'est la jeunesse. C'est eux l'avenir. Et nous pensons que, et là j'ai dit, nous sommes à la recherche de toutes les idées possibles qui peuvent faire en sorte que la jeunesse s'accapare de la problématique de l'environnement. Vous semblez qu'elle est intéressée? Elle est fortement intéressée. Je pense qu'elle est en manque d'idées, de réflexion. Les moyens viendront. Je pense que ce n'est pas un moyen parce qu'effectivement, je donne un exemple simple. Hein. Il y a des jeunes qui ont mis en place des outils technologiques à très faible coût qui peuvent nous permettre de faire du suivi en forêt. Ça, c'est possible. Le deuxième enjeu qui est un enjeu pour nous assez intéressant, c'est l'enjeu des politiques. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, comme je l'ai bien dit, qu'on puisse avoir au niveau africain, au régional, des politiques harmonisées qui permettent de mettre un peu tous les pays sur la même ligne. Si on prône la libre circulation, il est important que ces politiques-là soient mises en place. Et le troisième élément qui est assez important pour nous, c'est effectivement l'élément de la changement de mentalité des médias, la communication. Nous avons très récemment, et vous verrez, maintenant mis beaucoup d'impact sur cela. Nous pensons qu'il faut parler, il faut communiquer, il faut sensibiliser. L'éducation, pour nous, est au cœur de cela. Et quelle évaluation faites-vous depuis que ces mécanismes sont en place en termes d'impact? Il faut être honnête et franc et de dire que malgré tous les travaux que les ONG font en place, j'ai quand même pu vous dire que la population d'éléphants a diminué. Absolument. Ça, il faut qu'on, ce sont des faits. D'autres espèces se sont accrues, par exemple les gorilles. Mais il faut dire que le changement climatique est là pour le moment. Donc, on était dans une phase, dans 3 phases, je veux dire, où on a eu des impacts assez positifs et des impacts mitigés. Et ça, je dis, c'est pas uniquement une évaluation de AWS, c'est une évaluation environnementale générale en termes d'impact. Et nous sommes actuellement dans un turning point où il est important de prendre des mesures qui sont des mesures vectorielles. Parce qu'on ne peut plus uniquement agir sur l'impact de court terme. Mesures vectorielles, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les politiques vont nous permettre de résoudre un problème à large échelle. D'accord. On ne veut plus venir uniquement au niveau de, disons, de Douala, et régler le problème de Douala, alors que qu'on s'en bat, un problème n'est pas réglé. On veut effectivement faire en sorte que si on vient à Douala pour travailler, c'est pour identifier et comprendre le problème. Mais il faut aller à l'échelle supérieure, proposer des politiques qui font en sorte que de façon générale, le problème est adressé. Et cette philosophie-là, est-ce que les gouvernements le comprennent? Est-ce qu'ils sont prompts, même s'ils n'ont pas toujours les moyens, la volonté, mais est-ce qu'au moins vous avez leur écoute? Ah oui, de plus en plus. De plus en plus. Et je vais également dire merci au gouverneur ici, parce que je n'ai pas de problème d'être reçu ici par le gouverneur. Nos directeurs pays également l'est. Donc les gouverneurs au Cameroun, ils nous écoutent. Dans d'autres pays également, on nous écoute. Nous écouter, ce n'est pas suffisant déjà. Absolument. Mais au moins, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous sommes écoutés. Charlie Facheux, je voudrais vous dire merci. Merci. Merci de nous avoir apporté votre expertise sur des questions qui nous semblent vraiment lointaines et pourtant qui conditionnent l'avenir de la planète. Je vous remercie de m'avoir reçu. J'ai reçu un ancien ami, j'ai revu un ancien ami avec des très bons souvenirs et merci pour le bon travail qui est fait ici. Je ne ferai pas toutes les révélations, ce sera la partie off. Voilà, merci. Bon retour dans... Vous êtes Camerounais, il faut le dire, hein? Oui. Mais vous êtes au siège Afrique, c'est ça? Oui, je suis basé à Nairobi. Basé à Nairobi, au Kenya. Tout à fait. Bon retour chez nos frères africains. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. On était évidemment dans cette autre édition avec un expert sur les questions environnementales et je pense, on espère également que vous avez pu en apprécier l'importance et qui sait peut-être aller contribuer à la protection de la nature qui en réalité à la protection de l'espèce humaine.
Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec.